Et pour parler plus en détail de ces élections régionales en Catalogne, nous sommes en direct avec Benoît Pellistrandi, spécialiste de l'histoire politique de l'Espagne. Bonjour Benoît Pellistrandi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, Pedro Sánchez et Salvador Illa, qui menaient le Parti socialiste pour la Catalogne, ont gagné leur pari, qui était de faire reculer le camp séparatiste, qui a donc perdu hier sa majorité au Parlement régional. Ce résultat était-il prévisible ? Toutes les enquêtes d'opinion avaient prévu une victoire du Parti socialiste, mais il y avait le doute sur le fait que les trois formations indépendantistes, en ajoutant en plus aussi une nouvelle formation indépendantiste d'extrême droite, Alianza Catalana, pouvaient peut-être atteindre la majorité absolue. Or, elles en sont très loin, et donc c'est vrai que c'est un changement complet de panorama politique pour la première fois depuis 2012. Les forces qui se sont engagées dans le processus de sécession de la Catalogne n'ont plus les moyens de continuer cette politique. Reste à savoir maintenant si, avec 42 députés, Salvador Illa et le Parti socialiste de Catalogne vont pouvoir être en mesure de former une majorité pour gouverner. Et c'est tout l'enjeu des prochaines semaines de former cette coalition parlementaire, sachant, et c'est là qu'est toute la difficulté, qu'à Madrid, l'équilibre de la majorité de Pedro Sánchez dépend du concours et de la gauche républicaine catalane indépendantiste et de la droite indépendantiste catalane. Les tractations pour la formation d'une majorité s'annoncent difficiles. Quelles sont les options pour le PSC qui est, je le rappelle, la déclinaison catalane du PSO, du Parti socialiste. Voilà. Alors, ce qui serait le plus logique, c'est une coalition de gauche avec le Parti socialiste de Catalogne, Esquerra Republicana de Catalunya, c'est-à-dire la gauche indépendantiste catalane, et l'extrême gauche avec les communistes. Cette configuration, on l'a déjà eue entre 2003 et 2010. C'est ce qu'on avait appelé le tripartito, c'est-à-dire le gouvernement de trois partis. La question qui se pose, c'est de savoir si la gauche républicaine catalane va vouloir s'associer alors qu'elle est le grand perdant d'hier. Et il y a déjà des conséquences politiques majeures à cette défaite électorale. Le président de la Catalogne sortant, Pere Aragonès, et leader de Esquerra Republicana, vient d'annoncer il y a une heure qu'il quitte la vie politique catalane. Donc, hier soir aussi, il avait fait une déclaration en disant que les électeurs les avaient renvoyés dans l'opposition. Ça veut dire que tout va dépendre maintenant du débat politique interne à la formation de la gauche indépendantiste catalane pour savoir si elle a intérêt à venir au secours de Salvador Illa ou si au contraire elle a besoin de faire une cure d'opposition pour retrouver auprès des électeurs espagnols, des électeurs catalans, une audience. Esquerra est le grand vaincu d'hier. Ils sont tombés de 20% des voix à 13% et de 33 députés à 20%. Donc c'est eux qui sont vraiment, j'allais dire, entre le marteau et l'enclume, et tout dépend des choix qu'ils vont poser. Très bien. Carles Puigdemont a donc de son côté tout perdu. Il reste en exil sous le coup d'un mandat d'arrêt. Quel avenir peut-il espérer aujourd'hui ? Hier soir, il a revendiqué la présidence de la Généralité de Catalogne en disant, certes, les indépendantistes n'ont pas la majorité absolue, mais nous avons une majorité plus large que les socialistes. Ce qui est arithmétiquement vrai. Junts, le parti de Puigdemont, a eu 35 sièges, Esquerra 20, et si vous ajoutez les 4 de la candidature d'unité populaire, qui est un mouvement d'extrême gauche indépendantiste, ça fait 59 sièges. Les socialistes n'en ont que 42, et si on y ajoute la gauche communiste espagnole, 6 sièges de plus, ça fait 48, donc 48 contre 59. Mais ce qu'oublie Carles Puigdemont, c'est que le Parti populaire qui a obtenu 15 députés
et l'extrême droite, qui a obtenu 11 députés, voteront contre. Donc la majorité relative ne permettra pas l'investiture de Carles Puigdemont. Là où Carles Puigdemont est encore en position de force, c'est que les 7 députés qu'il a à Madrid sont la condition absolue de la survie politique de Pedro Sánchez. Mais là où les choses se compliquent, c'est que la loi d'amnistie n'est toujours pas votée, et donc que Pedro Sánchez a, je dirais, une sorte de protection contre le chantage de Carles Puigdemont, qui est que si le gouvernement socialiste de Madrid tombe, alors la loi d'amnistie ne sera jamais votée. Donc on le voit, il y a plein d'intérêts contradictoires et qui en même temps sont convergents. Donc tout va dépendre de la manière dont chacun des acteurs va décider d'avancer dans le futur. Ce que l'on peut dire, c'est que si les élections d'hier marquent une inflexion incontestable, elles n'accouchent pas encore d'une situation politique stable. Et donc, on va être plutôt dans du provisoire, mais un provisoire qui ne dépend plus complètement du chantage que les indépendantistes et sécessionnistes pouvaient faire peser sur le gouvernement de la Catalogne. Benoît Pellistrandi, je vous remercie pour cet éclairage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'histoire politique de l'Espagne. Merci à vous.